Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai l'honneur de présenter cette conférence sur l'analyse du marché de l'immobilier dans l'Hérault pour le compte de la Chambre des notaires de l'Hérault. C'est un honneur pour moi puisque voilà, c'est une question cruciale actuellement qui est le sujet du marché immobilier. Donc, nous vivons dans une très belle région qui est attractive, qui est riche en patrimoine et en diversité. Pour autant, nous ne sommes pas épargnés, tout comme le reste de la France, par une crise qui est conjoncturelle pour le moment. Et on va essayer de voir un petit peu quels sont les chiffres et puis d'analyser les raisons et les conséquences de ce marché. Voilà. À l'issue de cette petite conférence, on aura un échange si vous le souhaitez et vous pourrez me poser vos questions. Alors, actuellement, attention, parce que cet exercice est à la fois facile, puisque nous allons parler de choses assez concrètes, et difficile pour ne pas être trop rébarbative, puisque je vais vous présenter des chiffres, et difficile aussi, puisque les chiffres que je vais vous présenter sont en perpétuelle évolution. Et c'est vrai que ce que nous avions l'habitude de présenter l'année dernière a énormément changé, et ça peut encore évoluer. Voilà, la conférence qui vient d'être présentée et l'illustration de propositions et certainement d'évolutions juridiques et économiques pour parer à la problématique actuelle. Alors, les prix, quand on parle des prix dans l'immobilier, on distingue. Alors là, je vais vous parler du secteur libre, hein, donc on ne fait pas référence aux investissements spécifiques. Donc on distingue dans le secteur libre l'ancien et le neuf, et on distingue l'ancien pour les maisons et les appartements. Et ensuite, en ce qui concerne les prix, on parle de prix médian, c'est-à-dire qu'il y a autant de ventes dont les prix sont au-dessus qu'en dessous. Voilà, c'est pas le prix moyen, c'est le prix médian. Donc, dans l'ancien, le prix des logements anciens est globalement donc abaissé, évidemment. Dans l'Hérault, on a un prix médian au mètre carré de 3 390 € actuellement. On se situe à Montpellier, puisque c'est ce qui vous intéresse spécifiquement, à 3 370 €. Pour vous donner un ordre d'évolution sur un an, contrairement à ce qu'on peut penser, les prix ont continué à augmenter, puisqu'on a plus 6,6% d'augmentation, contre pour les maisons où on est à 266 500 € et Montpellier est à 390 000 € pour le prix des maisons, pour le prix médian, ce qui fait une augmentation de 7,1% sur cette dernière année. En ce qui concerne le neuf, puisque c'est quand même, il faut continuer à en parler, même s'il y en a un petit peu moins, on est à 4 710 €, donc les prix se maintiennent. Et pour Montpellier spécifiquement, les prix sont au-dessus. On est à 5 370 € pour la ville de Montpellier. Le pays sétois pour le neuf est à 4 340 €. Je ne vous ai pas parlé pour les appartements anciens et pour les maisons anciennes du pays sétois. Je peux vous en parler aussi. Je ne vais pas vous citer tous les autres chiffres puisqu'on dispose, les notaires de France et spécialement pour notre région, de tous les chiffres par canton et par secteur spécifique. Mais pour exemple, le pays sétois, pour les appartements anciens, on est à 3 460 € le mètre carré, et pour les maisons anciennes, on est à 331 800 €. Voilà. Et pour le neuf, je vous l'ai dit, on est à 4 340 €. Au niveau des loyers, le locatif, le loyer médian sur Montpellier est pour les appartements de 17 € le mètre carré. La fourchette, elle se situe entre 12 et 26 € le mètre carré. Et le loyer médian sur Montpellier pour les maisons est de 15 € le mètre carré. La fourchette se situe entre 10 et 24 € le mètre carré. Donc ça vous donne un ordre de prix si vous cherchez à faire un investissement ou locatif, ou si vous cherchez à être locataire, savoir si vous êtes dans la bonne fourchette de prix. Alors donc, actuellement, la conjoncture, on vient de le dire, elle est un petit peu particulière, et ça se ressent puisque le volume global de nos transactions, en mai de cette année, on était tombé, alors que je vous dise pas de bêtises, puisque en gros on a plus d'1 million d'actes de vente par an, de transactions par an, et on sait que cette année on risque d'avoir une chute à peu près de 20% de nombre d'actes. Donc voilà, la conséquence directe de cette situation et de ce marché immobilier, c'est le nombre d'actes qui chute. On verra ce que ça représente ensuite et quelles sont les conséquences. En général,
L'été est une période un petit peu particulière. On sait que dans le littoral, on a plus de transactions puisqu'il y a un effet un petit peu des vacances et des investisseurs qui se disent que c'est une bonne opportunité. Il y a l'été où les gens aussi, pour les raisons de mutation professionnelle, décident de déménager l'été. Du coup, les axes se passent au mois de juillet, août pour la rentrée des enfants. Cette année, on a ressenti l'effet, puisque nous, vous savez, les avant-contrats, entre la date de l'avant-contrat et la date de la signature, il y a 3 mois, on a ressenti dès cet été, dès la fin du printemps, une baisse dans le nombre de mutations. Donc cette baisse, voilà, on peut l'analyser comme quelque chose de pessimiste, puisque c'est vrai que quand l'immobilier est un petit peu au ralenti, on a l'impression que tout s'arrête. On va voir que tout n'est pas négatif malgré tout. Est-ce qu'il n'y a que notre pays qui est dans cette tendance-là? J'ai envie de dire non, a priori, puisque si on regarde en dehors et en Europe, en dehors de nos frontières, donc l'Angleterre et l'Allemagne sont dans une situation qui est proche. L'Italie et l'Espagne ne font pas exception à cette situation. Voilà, et a priori, on est dans la même dynamique en France que chez nos voisins, et c'est ce que soulignait un article dans les Échos du mois de septembre qui expliquait qu'on était exactement dans la même situation. Alors, les raisons, elles sont diverses. Les raisons de cette situation, si vous voulez, l'analyse du marché économique, il faut toujours le voir avec un peu de recul, puisque c'est une tendance sur de nombreuses années où on se rend compte que finalement, c'est vrai que ça bouge, mais quand on prend un peu de recul, on se rassure comme ça. Alors, les raisons économiques, c'est le poids de la dette, bien sûr, pour les ménages, puisqu'il a augmenté de 30% en France, ce qui influe sur les projets personnels. La durée des prêts, c'était énormément allongée, puisqu'on était passé à 23 ans en moyenne sur la durée des prêts avant cette crise. Le taux d'endettement n'était pas officiellement bloqué, ce qui fait qu'on pouvait aller au-delà des 33% préconisés. Les usages de l'immobilier, donc du logement, sont un petit peu évoluent. Alors ça, c'est une tendance qui n'est pas toute neuve, mais ils évoluent. On a ce qu'on appelle du co-living, on a du co-working, on a aussi le flex-office pour les bureaux, puisque la tendance avec le télétravail, c'est de dire que un bureau n'est pas votre bureau, mais c'est le bureau aussi peut-être du collègue, ce qu'on appelle le flex-office. Et dans les grandes entreprises, ça peut permettre de répondre à des problématiques de place. Et puis donc ce télétravail, il y avait un certain enthousiasme, donc qu'est-ce qui va en rester? On parle peut-être de la semaine de 4 jours aussi, donc les choses n'ont pas fini d'évoluer en ce qui concerne l'immobilier de bureau, et donc ça se répercute, c'est aussi sur nos activités en tant que particuliers et investisseurs. Les taux, alors ça, personne n'aura. Donc c'est vraiment le gros sujet, puisque l'immobilier, c'est quoi? C'est essentiellement en amont un prêt. Pourquoi? Parce que finalement, en France, on dépend du prêt immobilier. C'est ça qui fait aussi qu'il y a une crise actuellement, c'est que les taux sont étant élevés. Et comme on dépend à 100% pratiquement des prêts immobiliers, sauf pour ceux qui n'ont pas besoin de recours à l'emprunt, mais les autres, la plupart du temps, il y avait un apport qui était minime. Donc dès lors que les taux augmentent, ça suppose que notre possibilité d'investir diminue. Un couple, par exemple, qui, avec 4 000 € de revenus, a vu sa capacité d'emprunt chuter de 20%. Et en fait, la BCE veut freiner le mouvement. C'est ce qu'indique, pareil, cet article des Échos. Le but de la BCE, c'est pourquoi est-ce qu'ils volontairement ils ne diminuent pas les taux d'intérêt, c'est qu'ils veulent limiter l'inflation. Donc ce phénomène-là, il risque de ne pas être contrôlé volontairement. Pour mémoire, en janvier 2022, on était à 1% de taux d'intérêt. En septembre 2023, on est à 4%. On sait que les taux d'intérêt sont plafonnés. Ils sont plafonnés, c'est ce qu'on appelle le taux d'usure, donc le TAEG. Actuellement, en septembre 2023, il est à 5,56%. Donc ce plafond est relativement heureusement encadré, mais c'est vrai que les taux sont nettement plus élevés. Je vous donnerai d'autres petits exemples tout à l'heure. Donc finalement, qu'est-ce qui est impacté directement? Ce sont les primo-accédants. La production du coup de crédit a chuté de 12 milliards d'euros, ce qui fait une baisse de 45% sur un an, et la chute continue de s'accélérer.
Donc, un arbitrage en défaveur de l'immobilier et dans toutes les têtes des Français. La crainte du coût des travaux aussi pour mettre aux normes actuelles nos biens immobiliers n'est pas neutre, puisque vous savez que la réglementation au niveau des normes, tout ce qui est environnemental, donc consommation énergétique spécifiquement, tous les audits énergétiques que vous avez à faire, qui sont rendus obligatoires et qui vont être rendus obligatoires petit à petit progressivement jusqu'en 2034, ne font qu'accélérer cette crainte, sans compter que le coût de la construction est aussi assez important. Voilà, donc ces raisons-là, elles ne sont pas neutres. On voit que tout ça, c'est complexe et que finalement, il y a un effet qui est quand même un effet psychologique en plus de ça, qui fait que taux d'intérêt élevé, coût de la construction élevé et crainte et perte de confiance finalement dans le marché de l'immobilier. Sans compter que si je parle de ceux qui ont la possibilité d'investir parce que eux, ils n'ont pas besoin d'avoir recours à l'emprunt, aujourd'hui, les banquiers leur font les yeux doux parce qu'en effet, on leur propose de bons placements actuellement avec des taux d'intérêt plus élevés. Pour le neuf, voilà, tout à l'heure, la conférence expliquait très bien les perspectives possibles pour les primo-accédants et pour tout un tas de types d'investissements. Donc, il va falloir qu'il y ait de nouvelles politiques incitatives. En effet, s'il n'y a pas d'autre choix, sinon on va rester dans une situation de blocage. Et n'oublions pas que le neuf est aussi lié au coût du foncier, au coût de la construction, ce qui fait que le prix de l'immobilier dans le neuf est directement impacté par ces points-là. Donc, actuellement, en plus, on a des avantages fiscaux avec des politiques qui sont toujours un petit peu... voilà, on ne sait jamais si ça va perdurer, si ça va s'arrêter. Donc, c'est vrai que c'est autant d'éléments qui font qu'il y a un petit peu d'attentisme. Voilà, donc cet attentisme génère une crispation générale du marché. Si on peut faire un petit point sur les réformes actuelles qui permettent encore de booster l'immobilier. Alors, par exemple, pour le neuf, on peut continuer et reparler de la loi Pinel. Je pense que tout le monde a bien à l'esprit cette loi, mais on peut refaire un petit point dessus. Alors, cette loi Pinel, elle existe depuis 2014. Donc, les investisseurs immobiliers peuvent bénéficier du dispositif qui est classique, qui leur permet d'acquérir un bien destiné à la location, qui va être donc défiscalisé. Ce taux de défiscalisation prévoit une réduction de 12% du coût de l'investissement pour un engagement de 6 ans, 18% pour un engagement de 9 ans et 21% si vous prolongez votre engagement à 12 ans. Le dispositif qui avait été abrogé en 2021, donc c'est ce que je vous disais, les incertitudes, finalement est prolongé jusqu'en 2024, fin 2024, pour justement essayer de faire en sorte que participer au développement du parc locatif et dans les zones spécialement qui sont dites tendues. Donc, il faudra bien évidemment prévoir un dispositif et anticiper et communiquer sur un futur dispositif pour l'instant dont on ignore encore la teneur. Actuellement, les propriétaires qui bénéficient de cette réduction fiscale proportionnelle a commencé à baisser en 2023, puisqu'on est passé de 12 à 10,5% pour 6 ans, de 18 à 15% pour 9 ans et de 21 à 17,5% pour 12 ans. Et en 2024, pour ceux qui vont contracter, ça va encore baisser. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, je vais peut-être vous endormir. Tout de même, depuis 2023, le gouvernement a créé un dispositif complémentaire à cette loi Pinel qui s'appelle Pinel Plus, qui permet de maintenir les taux du Pinel dit classique afin que les investisseurs continuent de bénéficier d'une réduction d'impôt à taux plein. Donc, ces deux dispositifs cohabitent. Le but est de respecter certaines conditions et notamment des conditions en matière de normes écologiques qui va permettre, c'est justement dans une politique et dans cette tendance et cette volonté d'essayer de s'améliorer, ce qui est important. Alors, concernant les normes écologiques, donc, il faut respecter certains critères. Donc, ce sont les critères de 2025 de la RE 2020 qui doivent être respectés. Donc, ce sont les normes de construction. Une acquisition d'un bien immobilier neuf en 2024, il faut respecter des nouvelles classifications avec un DPE, un diagnostic de performance énergétique qui devra être classé en A, et ensuite d'autres critères dans lesquels il faudra bien rentrer pour bénéficier de ce dispositif.
Et puis vous aurez également des dispositifs de confort. Donc le nouveau dispositif de défiscalisation prend en considération la qualité d'usage des logements neufs à la location. Donc jusqu'alors c'était ignoré. Et maintenant on prend en compte donc des superficies notamment. Il faudra respecter des superficies minimales pour bénéficier de ce dispositif. Donc le but, c'est de permettre d'avoir des logements un petit peu plus grands et plus performants, donc plus économiques, bien sûr, et respectant les critères des normes environnementales. Vous avez un autre dispositif à l'acquisition là, qui concerne peut-être plus le particulier qui veut acheter, qui est le prêt à taux zéro, qui a été mis en place pour faciliter l'accès à la propriété des ménages aux revenus modestes et aux primo-accédants, et qui a été prolongé jusqu'en 2027, avec des modalités d'octroi différentes à partir de l'année prochaine. Donc là, ce prêt à taux zéro, ce crédit ne pourra plus servir pour l'achat d'une maison individuelle neuve ou pour sa construction. Il pourra être inscrit pour le financement d'un logement neuf localisé dans un immeuble collectif et au sein d'une zone tendue. Et ceux qui envisagent d'acheter dans l'ancien et de procéder à une rénovation pourront choisir un bien situé en zone détendue, mais le montant requis pour les opérations de remise à neuf devra correspondre à au moins 25% du coût total. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de permettre, dans certains critères, de pouvoir rénover avec des prêts à taux zéro. Et les travaux devront obligatoirement contribuer, évidemment, à améliorer la performance énergétique de votre habitation. D'autres dispositifs ont été votés. Vous avez une loi qui s'appelle la loi ZAN, donc ça s'écrit ZAN, zéro artificialisation nette. Donc ça, ce sont des lois qui vont profondément modifier notre manière de construire, puisque le but, c'est d'ici 2050, en fait, de réduire l'artificialisation des sols et de diviser par 2 cette artificialisation des sols. Donc c'est pas neutre. Ça veut dire qu'on va réfléchir à comment optimiser les sols de nos communes, de nos collectivités, et par contre, voilà, il y a encore plein de projets et plein de questions qui restent en suspens parce qu'on ne sait pas, compte tenu de la diversité de notre territoire, comment ça va pouvoir s'étendre à tout le territoire pour les zones rurales notamment. Donc l'idée, c'est d'avoir conscience qu'actuellement, on construit par an l'équivalent de la métropole de Dijon, qui représente 240 km², et que si on ne fait rien, d'ici 2050, il y aura un territoire comme la Corse qui sera construit en France, en fait. Donc le but, c'est de réduire quand même cette artificialisation des sols. On le comprend tous, hein, il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. Mais pour autant, donc ça, c'est une loi qui est passée en 2021 et qui va profondément changer nos modalités de construction. Donc en secteur urbain, il y a déjà des solutions qui sont envisagées, c'est-à-dire procéder à la surélévation, aller sur les friches industrielles. Par contre, en secteur rural, on ne sait pas exactement comment ça va se passer parce que voilà, on pouvait construire, faire des lotissements sans trop se poser de problématiques. Donc, est-ce qu'on pourra appliquer cette loi aussi simplement? Et puis se posent aussi d'autres problèmes, hein, puisque à grande échelle, ça suppose des problèmes de dépollution des sols, de copropriété, parce que la surélévation, les constructions ne permettent pas forcément, et puis d'autorisation des copropriétaires, voilà, pour les centres-villes, quoi, pour les constructions en zone urbaine. Voilà, donc cette loi, elle va avoir des répercussions dans nos modalités, nos obtentions d'autorisation de construire, mais on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, on n'a pas assez de recul pour l'instant. Donc les conséquences de cette situation et de ce marché, donc on peut... Bon, il faut être clair que ce sont des conséquences, on va parler des conséquences négatives à ce moment, puisqu'en effet, ce qui veut dire que si on a plus de mal à vendre et à acheter, ça limite la mobilité professionnelle. La qualité de vie aussi peut se sentir un petit peu plus restreinte, puisque si vous avez eu un enfant, c'est plus difficile de déménager, d'acheter, puisque c'est difficile d'obtenir un emprunt, donc ça suppose des conditions de vie peut-être moins bonnes. À long terme, quand on envisage d'acheter pour se dire le jour où je serai à la retraite, j'aurai plus de loyer à payer, etc. Aujourd'hui, quid de ces gens qui ont la quarantaine et qui voulaient anticiper la retraite et acheter leurs biens immobiliers. Il faut aussi concrètement se dire que moins de mutations, c'est moins de droits d'enregistrement, donc moins de rentrée d'argent pour
pour l'État, puisque vous savez que vos droits d'enregistrement, ce qu'on appelle communément les frais de notaire, partent essentiellement à une caisse de l'État, donc département, commune et État, et une baisse de l'activité générale, hein, du coup, on le ressent. Alors, si on peut, si on peut dire quelque chose, c'est que peut-être que il faut prendre un peu de recul et avoir peut-être un petit peu de sagesse par rapport à cette conjoncture immobilière et se dire que finalement les arbres ne montaient peut-être pas jusqu'au ciel. Et c'est pareil peut-être pour les marchés financiers, mais c'est aussi pareil pour l'immobilier. Et que cette baisse qui va certainement à un moment donné arriver, puisque on constate que dans l'Hérault et sur le reste du territoire français, il y a une disparité entre les baisses des prix, l'augmentation des taux d'intérêt qui sont pour toute la France, mais pour les baisses des prix sur le littoral pour l'instant et Montpellier, les grandes villes étaient un petit peu concernées, mais le secteur du littoral était épargné. Bon, là, il y a un blocage à un moment donné ou à un autre. Qui est-ce qui va se retrouver en position de force ? Ce sont les acquéreurs qui vont se retrouver en position de force pour dire, voilà, moi, je dispose de telle somme, sachant que on sait que pour investir, finalement, on s'est rendu compte que le montant qu'on pouvait investir était divisé par 2 par rapport à il y a quelques années, hein, puisque finalement, entre les taux d'intérêt et l'augmentation de l'immobilier, la capacité d'emprunt, elle a été réduite de manière drastique. Donc, au final, la position de la plupart des acquéreurs ou vendeurs, c'est un certain attentisme. Et cet attentisme, il va avoir des limites. Et c'est à ce moment-là que risque de se réguler le marché. Voilà. Si vous devez peut-être retenir un ordre de grandeur aussi pour les taux d'intérêt, un petit calcul rapide sur 20 ans, si vous empruntez 100 000 euros, ça vous fait des mensualités à 700 euros par mois. Donc on voit que ça représente une part très importante par rapport au salaire actuel pour acheter un bien immobilier sur la ville de Montpellier, par exemple, ou dans l'Hérault de manière générale. Voilà, donc on constate que ça a toujours été le cas, hein. Le logement, c'est un sujet crucial, ça le restera. Et en pleine crise de l'immobilier, et crise quand même qui est générale de toute façon, on le constate a fortiori. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions plus précises. Sachez que la Chambre des notaires de l'Hérault organise début octobre une présentation très détaillée. Donc là, il y a un PowerPoint que je n'ai pas pu vous présenter avec tout le détail des chiffres. Bien évidemment, elle est ouverte au grand public. Il suffit simplement de s'inscrire pour qu'on puisse juger le nombre de participants, mais vous y êtes invités. Voilà. Merci.